Je vais faire court. Donc moi j'ai une question peut-être un peu simpliste qui serait de demander est-ce que le problème des projets RED, c'est pas le carbone, c'est pas le fait que pour le moment, enfin peut-être je me trompe, mais tous les projets pilotes se focalisent sur une approche où on doit mesurer les stocks de carbone qui sont protégés ou développés. Donc ça pose un certain nombre de problèmes en termes d'investissement, ça coûte cher, ça pose des problèmes en termes d'incertitude des baselines. Donc voilà, et je profite un peu du panel qui connaît bien les projets au Brésil, en Indonésie ou au Cameroun pour demander est-ce qu'il y a parmi les projets pilotes dans ces pays des projets qui ont une autre approche où on ne mesure pas les performances sur les stocks de carbone. Ok. Welcome first. Ce que je vais vous demander, il reste plus beaucoup de temps. Si vous pouvez essayer vraiment de faire en sorte que vos prises de parole permettent de dessiner un petit peu la conclusion de la journée, soient cohérentes avec les unes et les autres, ça m'évitera ce travail-là à la fin et ça permettra de rester sur quelque chose qui soit assez dynamique pour préparer demain. Voilà, donc si vous pouvez vraiment essayer de compléter, de ne pas forcément relancer, on a encore toute une journée de débat demain. Moi en fait je voulais réagir par rapport à la question juste avant sur les alliances. On parlait beaucoup de société civile, mais on pourrait parler aussi de coopération entre États. Il y a 2 semaines par exemple à l'AFD, il y avait une publication et elle a fait une promotion d'un ouvrage qui venait de publier sur l'Afrique et les grands émergents, avec notamment un volet du secteur forestier. Et parmi les grands émergents, il y avait le Brésil. Donc ma question est la suivante, c'est pourquoi la société civile du Brésil, pourquoi l'État du Brésil, malgré les liens diplomatiques qui l'unissent à de nombreux pays d'Afrique, puisqu'il a par exemple annulé beaucoup de dettes récemment, pourquoi dans ce circuit diplomatique il n'y a pas une alliance sur REDD+, ou une alliance juste sur la gestion des forêts? Merci. Donc encore quelques prises de parole et puis on conclura avec, je demanderai aux intervenants chacun de dire un petit mot de fin et de pouvoir réagir aussi à ce que vous avez dit parce qu'il y a beaucoup de demandes aussi. Okay, I just wanted to add to the comment that has been around about local populations, and maybe it is useful to think of them not as stakeholders or alliances or just actors, but owners of the territories where REDD is being implemented. So we hear what they say. For example, in the Latin American context, their main demand for if REDD would ever be in the carbon market or so, is the free, prior and informed consent. That's not the same as consultation. That's not the same as safeguards. That's free, prior and informed consent. Therefore, if we listen to them, they are the ones that have to take the decisions of if REDD is implemented, how REDD is implemented, and not people around rooms that are discussing how REDD should be. I think that it is also very important to think of the ownership that we give to these people, not inspired by some, Chico Mendes or some ideologies that are around. I think these are long struggles. This is part of a history of enclosures that has been imposed on these populations for years and years. And this links to tenure rights and land rights and all this relation on how can we deal with land rights if we think from outside who deserves more, the concession or the people that came with the concession. That's not a good framing, I think. I think it's people that are there for a reason. That's their territory. So therefore, the approach has to be completely different. And I think on the just a little thing, we're romanticizing a bit the case of Brazil, I think. And Brazil has many advances in several things, but it also is a very problematic country due to socio-environmental relations that are happening. They are furthering oil extraction and mining extraction not only inside Brazil but outside of Brazil. Pesticides and use is like top or second in the world, leading to high health problems of local populations. I mean, it is not that we have to follow the panacea of Brazil. I think that we need to be more critical than that and really understand the logic, the paradigm that is being led by Brazil to be followed by the rest of the countries. And in the rest of Latin America, the story is completely different. Wolfgang? Combien de questions encore? 1, 2, 3, 4. C'est fini.
Okay, Wolfgang Kuhlmann, I'm working for a German forest NGO. I just wanted to go on with your comments on Brazil, and I would like to stress just one contradiction in Brazilian policy. That is, if you look at another RED project, one of the first ones, that is the Yuma project in the state of Amazonas, there you see one of these contradictions. The main claim why there is a threat to the region is because there is a kind of colonization corridor by the street that may be built from Porto Velho to Manaus. But who is in charge of this RED projects is the state of Amazonas. And who is in charge of building this road? It's the state of Amazonas. So actually they rather want both. They want to have development, they want to have new soil plantations, new extraction corridors, but they would like to have RED money as well. Merci. Marie Calmel de l'ONF International. Donc moi je suis assez contente que les choses se recentrent un petit peu et qu'il y ait eu quelques interventions dans ce sens-là, parce que j'avoue que je ne comprenais pas trop depuis ce matin l'intérêt qu'il y avait pour un débat éclairé et disons constructif de maintenir une espèce de confusion entre différentes échelles d'intervention, différents types d'acteurs, différents cadres temporels aussi dans lesquels on intervient, parce que je crois que même si tout ça tourne autour du même concept, il y a bien des interventions différentes qui se font. Je pense qu'il faut essayer d'éviter, par exemple, d'utiliser de mauvais projets comme celui qu'on a pu présenter ce matin sur la RDC pour dire qu'il n'y a pas de RED efficace au niveau national, et je pense qu'il faut quand même, plutôt que d'attaquer à charge RED, essayer de voir aussi les interfaces que ça peut créer au niveau des gouvernements, et notamment des échanges interministériels qui peuvent avoir lieu. Et je pense qu'en RDC, il y a eu des discussions qui étaient assez inédites, notamment sur des véhicules financiers, sur un fonds national RED+, porté par le ministère des Finances, et non pas du coup qui mettait un petit peu à mal la superpuissance du ministère de l'Environnement. Enfin voilà, je pense que le deux poids deux mesures, FLECT, oui c'est pas parfait, mais quand même ça a permis d'avancer sur certaines questions. Mais RED+, ça n'avance pas, ça fait 3 ans que ça existe, c'est nul, à la poubelle. Faut éviter de tomber un petit peu quand même dans cette caricature, et peut-être essayer de recentrer les échanges et d'essayer de voir comment être constructif dans la critique, parce qu'il y a des tas de critiques à avoir pour améliorer le mécanisme à toutes ces échelles, et essayer justement de peut-être se concentrer sur une des choses et porter notamment pour améliorer les échanges avec les gouvernements, avec la société civile, sur quelque chose d'un petit peu mieux que ce qui se fait aujourd'hui. Merci. Encore 2 interventions, ici. Monsieur Paulini. Deux petits commentaires très brefs. Donc le Brésil, la réalité, le succès entre guillemets du Brésil, c'est aussi, bon, je ne sais pas quelle ampleur, mais c'est aussi des paysans qui ne peuvent plus cultiver leurs champs parce qu'ils n'ont plus le droit de faire le feu. Et bon, ils arrivent à avaler la pilule quand même parce qu'il y a de l'aide sociale, les aides pour les enfants, pour les vieux, etc. Et parce qu'il y a des jobs à la ville, parce que le pays est en croissance. Mais dans le bassin du Congo, évidemment, la situation est différente. Et le consentement libre, informé, préalable, si RED était un mécanisme à base de marché, ce qu'il n'est pas, je ne vois pas pourquoi on demanderait un consentement libre, informé et préalable. Si je vais vendre des tomates au marché, je ne vois pas pourquoi l'acheteur me demanderait mon consentement. Si je ne veux pas les vendre, je ne les vends pas, un point c'est tout, quoi. Donc le consentement libre, informé et préalable, c'est finalement l'aveu qu'on n'a pas envie d'avoir un mécanisme de marché. Peut-être. Je m'appelle Vaïna Rarineri, je suis chercheur à l'université de Versailles-Saint-Quentin et accessoirement originaire de Madagascar. Donc j'ai une question ou peut-être une piste de réflexion pour l'ensemble du panel. Moi je voulais savoir, revenir un peu à la place des communautés, des populations locales dans RED. Donc ce que je voulais savoir c'est comment les populations locales peuvent être amenées
à aider dans la prise de décision dans les processus de mise en place de RAID, ou en tout cas dans la manière dont on met en place les RAID, puisque ce qu'on constate, notamment à Madagascar, que je connais très bien, c'est que la mise en place de RAID était quand même très top-down et très élitiste et très opaque. Donc ça s'est passé vraiment de manière unilatérale entre les gens du ministère, les techniciens, les experts internationaux, et n'a pas du tout impliqué les Malgaches. Donc première chose, et puis il y a un autre point qui est très important. On a beaucoup évoqué le droit des communautés locales. Dans le cas de l'Amérique latine, par exemple, les communautés locales peuvent revendiquer ce droit, le droit à la terre, le droit de regard sur leur territoire. Et dans le cas de Madagascar, c'est un peu plus complexe, puisque ce droit, la plupart des paysans malgaches, ils ne l'ont même pas à cause de l'histoire de la colonisation et puis de la décolonisation, où l'État finalement a accaparé les terres, et le droit, la plupart des terres sont devenues domaniales, et donc les paysans se retrouvent à occuper des terres dont on ne leur reconnaît pas le droit. Comment ces communautés peuvent prétendre à s'impliquer dans ce processus alors qu'ils n'ont même pas le droit à la terre? Donc voilà, c'était un peu ma réflexion. Ok, merci. On va laisser la parole aux intervenants. Voilà. Je vais faire un petit commentaire pour préparer la journée de demain. Donc demain, on va avoir 2 sessions. Là, aujourd'hui, on commence à voir qu'effectivement, on parle de plein de choses différentes quand on parle de RAID. Je crois que c'est quelque chose qui est très clair, il y a beaucoup de flou. On arrive quand même à définir un certain nombre de choses qu'il faudrait faire ou qui vont fonctionner dans certains pays. Résoudre les conflits fonciers, stabiliser le foncier, je crois que c'est vraiment des points qui sont absolument incontournables. Consentement libre, préalable et informé. Voilà, il y a un certain nombre de mots-clés. La cohérence des politiques sectorielles dans les pays producteurs, dans les pays tropicaux, c'est une évidence. On ne va pas faire une politique de lutte contre la déforestation pour ouvrir une mine dans une forêt qu'on a protégée. Donc je crois que ce sont des points qui sont vraiment absolument importants et indispensables si vraiment on veut enrayer la déforestation. La question qu'on peut se poser, qu'on va se poser demain, c'est est-ce que le marché du carbone est prêt à payer ça? Voilà. Est-ce que les projets pilotes qui sont en train de se mettre déjà en place, puisqu'il y en a de nombreux, est-ce que ces projets pilotes essayent de répondre à ces questions? Je crois qu'Aurélie posait la question, est-ce qu'il y a des projets pilotes qui vraiment travaillent sur la résolution des conflits fonciers, ou est-ce que c'est pas la bonne approche? Est-ce qu'elle est incomplète? Voilà. Donc tout un tas de questions qu'on va se poser demain. La session d'après-midi, ce sera beaucoup plus aussi sur le rôle de l'Union européenne. C'était très intéressant de commencer à l'aborder. Qu'est-ce que peut faire l'Union européenne quand on voit que manifestement il y a des pays qui se disent intéressés par RAID, mais qui en réalité ont des politiques complètement contradictoires? Quel rôle de l'Union européenne? Est-ce qu'il faut dialoguer avec ces pays? Quelle forme de dialogue? Est-ce qu'il faut soutenir la société civile? Quelle forme de soutien? Voilà tout un tas de questions qu'on va commencer à discuter cet après-midi, qu'on structurera demain autour de 2 sessions. L'une plutôt justement sur ce marché du carbone, les RAID, les liens, est-ce qu'ils existent, est-ce qu'ils n'existent pas? L'après-midi sur la cohérence. Voilà, je voulais laisser les intervenants répondre par rapport à tout ce que vous avez pu entendre, par rapport à ces questions aussi, et notamment, voilà, si vous aviez des recommandations à dégager vraiment pour vous, pour avoir des politiques de lutte contre la déforestation au niveau des États qui soient efficaces. Qu'est-ce que vous avez envie de dire par rapport à ça, voilà, pour finir? Moi, je vais peut-être juste donner un élément de réponse à la question de Florian sur la coopération par rapport au Brésil et d'autres pays comme ceux du bassin du Congo, notamment sur les questions de la déforestation. Je pense que c'est justement en cours, quoi, mais pas forcément pour les mêmes raisons. C'est-à-dire qu'il y a, du point de vue mesure, par exemple, de la déforestation, il y a le Brésil qui est en train de monter un projet de surveillance satellitaire de la déforestation dans le bassin du Congo, avec la Commission des forêts d'Afrique centrale, et je pense que le projet sera localisé au Gabon. Mais par contre, les pays d'Afrique centrale sont tout à fait intéressés sur le modèle brésilien, justement, mais pas pour les mêmes raisons, c'est-à-dire qu'ils considèrent que la déforestation, la réduction de la déforestation qu'on loue aujourd'hui au Brésil est quand même passée par une phase où ça a été des grosses critiques sur le recul du Front pionnier de déforestation dans l'Amazonie. Et donc ils considèrent que c'est tout à fait une bonne voie, le Brésil, mais avec les deux entités, c'est-à-dire que
une phase où on déforeste sérieusement pour la prospérité économique, et une autre phase où ça va redescendre, et à ce moment, on va aussi les acclamer, comme c'est le cas du Brésil aujourd'hui. Merci. Bon, moi, on a évoqué beaucoup de choses, mais je voulais juste conclure un peu sur nous, les conclusions. Parce que je vous ai plus présenté la politique de déforestation, mais finalement, dans le projet Repère, c'est pas vraiment ça qu'on a fait. Et on s'est intéressé à toutes les positions des acteurs de la société civile et des acteurs gouvernementaux. Et c'était vraiment intéressant de voir les débats qui traversaient ça. Et on a, forcément, les Brésiliens eux-mêmes ne sont pas aussi optimistes. Enfin, il y en a beaucoup qui disent il y a beaucoup de choses encore à faire. Et donc, c'était intéressant de voir un peu ces positions et de se dire mais pourquoi autant de gens sont entrés dans le débat RED? Parce qu'en fait, ça a été un grand débat. Et on s'est rendu compte que ça a été l'ouverture d'une arène où ça a permis de mettre plusieurs acteurs, à la fois les acteurs gouvernementaux de l'environnement, les grosses ONG qui deviennent de plus en plus grosses, pas juste les ONG internationales, mais aussi les ONG locales, et que ça a créé une arène de discussion, de négociation. Et ça, c'est quelque chose de très important, parce que ça permet justement de mettre en discussion ces tensions qui existent et d'aller vers des politiques qui ne sont pas forcément du RED, mais qui correspondent aux demandes de la société locale. I'll just respond quickly to the question that was raised. Isn't the problem that many of these RED projects are related to carbon stocks, if I understood the question correctly? And I think actually, yes, that is the answer, and it actually belies the wider problem that the whole RED debate for the last, 6 or 7 years has been largely conducted on the assumption that RED is going to enter into carbon markets. In fact, there's absolutely no point whatsoever in doing all this monitoring and reporting and verification of carbon to that kind of extent, and unless you are going to trade RED in carbon markets. Why bother counting all this carbon otherwise? That's the only justification for it, of course. And actually, just to give you an example of how perverse this can turn out to be, my own organisation was very briefly involved in it was called a Payment for Ecosystem Services project run by an organisation called Plan Vivo, which is one of the bigger RED project developers, and we're going to hear more about them tomorrow. But it was to test the idea of applying a RED type project linked to carbon savings, carbon sequestration in a community forest in Cameroon. And the project, run over about 2.5-3 years, cost the British government £500,000. And the ultimate objective, the ultimate purpose of that project was to deliver a carbon-based payment to the community of £40,000. 92% of the project cost was ultimately around monitoring, counting carbon and trying to change the carbon behaviour of the local community. Now that to me is perverse. What I would say is what to do about these things, because it's easy to identify the flaw with these things. Some of them have already been set out in fact the paper that Alain Carsanti has suggested. If you want to reward governments for improvements, moving towards better forest governance and protection of forests, well then pay them for doing that. You don't have to pay them for monitoring all this carbon. If there are improvements in laws and regulations and the implementation, well, give them an agreed amount of money for doing so. You can find any number of other kind of proxy measures, if you like, very, very easy to measure proxy measures of whether countries are protecting their forests. In the Amazon perhaps, and in parts of the Congo Basin, the length of logging road in their forest. If the logging road reduces, give them some more money. So those things I think can very easily be resolved. And perhaps, one other one, and it may be seen as a bit of an extreme recommendation, is that I think we probably would have done better, we'd have made better progress in tackling this problem of deforestation in the tropics if, say, 4 or 5 years ago, there had been a global agreement within the UNFCCC system that there would be a moratorium on the development of voluntary RED projects. We would have saved ourselves a lot of grief, a lot of distraction, a lot of waste of time and resources, and a lot of bad experiences that I think has cast the whole concept of RED into discredit, as we are hearing time and time again this afternoon. Perhaps it's not too late for there still to be a radical measure like that.
12 years ago that Walhi called for moratorium in Indonesia. And in that time, many people is laughing, and then the skepticals, and many, the point is against the idea of Walhi. But what is we think in that time about the moratorium is to give to the forest to take a breath, to give the government, society, and all of the Indonesian to rethinking about the structural problems. But what's going on? After 12 years, moratorium, but for REDD. So REDD is successful to distract what is the southern country concern actually. We want to solve our structural problems. We want to solve our principal problems. So, but the question is why the first country like US or Europe is not the support for how southern country to solve the structural problems. I hope there is, why is not support? Because maybe there is a concern also, if the southern countries solve the structural problem, this is this incentive for the first country. So this is my final comment today. I think this will be good to rethinking about it. Thank you. Oui, comme remarque finale, je voudrais quand même rebondir un peu ce qui a été dit sur le soutien à la société civile. Ah, j'ai vraiment un problème. Ouais, voilà. Je voudrais revenir bien au besoin de soutien de la société civile et surtout la question qui a été relevée, qui est la société civile? Bon, je pense que c'est une vaste question et c'est pas évident de soutenir cette société civile, surtout dans des pays où cette société civile est jeune, où elle a plein de faiblesses, il y a un manque de capacité, etc., où il y a certaines organisations qui sont coincées dans les capitales, etc. Donc c'est un travail de longue haleine, mais il est nécessaire. Je pense que c'est incontournable d'investir dans cette société civile qui se fait entendre et qui commence à utiliser son poids pour arriver au changement. Et là, j'y crois beaucoup au lien avec les associations dans le Nord qui, en fait, aussi ont une responsabilité énorme justement pour veiller ce qui se passe par rapport aux nouvelles menaces, etc. Bon, des fois, on constate que nous, on a à l'extérieur du pays plus d'informations qu'à l'intérieur du pays. Et l'accès à l'information, c'est vraiment une base fondamentale pour pour énormément de choses, pour tout changement, il faut être informé. Donc voilà un appel très 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 clair de soutenir cette société civile, mais cette société civile vraiment large. Puis par rapport à l'FPIC, ou le CLIP, le consentement préalable informé, c'est évidemment très très fondamental aussi, mais à condition que l'ensemble de l'histoire est raconté. Je pense que si on fait des consultations dans des projets REDD+, mais on omet d'expliquer les détails de ce marché de carbone, bon, je trouve qu'on a omis une partie très essentielle. Donc raconter l'histoire entière, ça me semble vraiment très très important. Et puis la personne du Madagascar avait dit oui, mais au Madagascar, le processus REDD, là, on n'a pas pris en compte les personnes locales. Et puis, il y a plein de problèmes au niveau de tenure foncière et les droits, etc. Bon, justement, c'est ça, je pense, que c'est la priorité. Il faut clarifier les droits, il faut renforcer les droits des personnes concernées. Et ça demande un débat national, ça demande du temps. Ça demande un dialogue, ça demande aussi à réfléchir quelle est la meilleure formule, etc. Et c'est en fait un débat très compliqué. Et le problème avec REDD+, c'est qu'on est vraiment conditionné par le temps. On veut vraiment que ça se passe vite, etc. Et là, on est parti, on est dans un schéma de timing qui n'est pas très réaliste pour vraiment avoir des vraies réformes qui sont vraiment inclusives. Donc pour terminer et formuler ma recommandation,
je pense que c'est vraiment un énorme défi de demander à l'Union européenne de mener une politique cohérente et surtout par rapport à l'agriculture, cette demande de plein de choses qui en fait menacent les forêts. Je ne suis pas encore sûre que là, au sein de l'Union européenne, il y a une bonne coordination entre les différents aspects, les DEFCO et DG Development, DG Environment, etc. Là, il y a un énorme travail à faire, je pense. Ben, voilà. Merci. Ok. Merci Nora. Merci à tout le monde. Je pense en particulier aux traductrices qui ont fait un travail fantastique. Merci. Merci aux bénévoles et à tous ceux qui nous ont accueillis aujourd'hui, qui ont fait que cette journée se passe du mieux possible. On se retrouve demain. Merci aux intervenants, évidemment, bien sûr. Merci à tous. On se retrouve demain à 9h, je crois. Voilà. Donc reposez-vous bien. Et puis à demain.